on dit que j'arrive à ne pas oublier les questions pour y répondre. Là, je ne suis pas sûr, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Je vais commencer. La Turquie. Sur la Turquie, ma position et notre position est très claire. Ce n'est pas une question à l'ordre du jour actuellement. Nous ne sommes pas pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne dans l'état actuel des choses. Nous avons pour cela au moins deux bonnes raisons. La première raison, c'est que, comme tu l'as indiqué d'ailleurs, il y a beaucoup de situations sur lesquelles la Turquie est loin de respecter les critères qui sont les critères qui lui ont été demandés pour être conformes avec ce qui est en valeur, en système de valeur dans l'Union. Et il y a une deuxième raison qui est que l'Union aujourd'hui est malade. L'Europe est fragile. L'Europe est blessée. Et faire rentrer un pays de 80 millions d'habitants dans une Europe qui est une Europe aussi fragile qu'elle l'est actuellement, c'est la condamner à souffrir encore plus. Donc c'est les deux raisons majeures qui nous font ne pas être pour la question de l'entrée de la Turquie. Ce sont ces deux raisons-là. C'est pas la raison géographique sur la Turquie n'est pas en Europe. C'est pas la raison religieuse sur l'Europe doit rester entre un pays chrétien et un pays qui est un pays où l'islam est majoritaire, même si c'est un pays laïque, n'aurait pas sa place. C'est pas ces deux régions-là, c'est pas ces deux raisons-là. C'est les deux raisons premières que j'indique. Dans la foulée de cela, puisque nous considérons effectivement que l'Europe va mal, que l'Europe est malade, eh bien, nous sommes pour effectivement qu'un noyau de pays aille plus loin, aille plus vite. Et pour cela, nous pensons que la meilleure situation, c'est de jouer la carte des 16 pays qui partagent la monnaie unique européenne. Donc nous considérons qu'effectivement, il faudrait que les 16 pays de l'Euroland soient moteurs d'une Europe qui aille plus loin, par exemple dans la coordination et à terme l'intégration des politiques économiques, puisqu'on l'a déjà fait sur les politiques monétaires avec la création de l'euro, mais sur différents types de choses également. Donc, sur cette question, voilà. Alors, deuxième question, alors je ne vois vraiment pas ce qui nous ferait siéger dans le même groupe que des UMP. Je veux dire, alors là, il est clair que nous considérons que le PPE, le Parti populaire européen, représente en Europe une droite très classique, très traditionnelle, très archaïque et très libérale par ailleurs par rapport à sa philosophie économique, que lorsque l'UMP a décidé d'y aller en bloc, il y avait pour nous impossibilité. Nous sommes dans un groupe qui réunit les démocrates et les libéraux. C'est pas toujours simple parce que c'est vrai qu'entre les démocrates et les libéraux, il peut y avoir des différences de sensibilité, qui sont d'ailleurs des différences de sensibilité qui s'expliquent aussi par des cultures de pays. Par exemple, le Parti libéral anglais est un vrai parti du centre et il est très pro-européen, ce qui est très différent des deux partis principaux en Angleterre. En revanche, il est vrai, peut-être que parce que c'est des Anglais, ils ont une conception de l'économie qui est une conception de l'économie plus libérale que nous ne l'avons au sein du mouvement démocrate et au sein du Parti démocrate européen. Donc la position est très simple. Ou bien nous aurions assez de députés pour être efficaces en ayant un groupe uniquement des démocrates, l'ensemble des partis démocrates en Europe, ou bien nous considérons qu'il faut garder un groupe centriste qui allie les libéraux et les démocrates de façon à peser, puisque vous le savez probablement, en Europe, ce qui compte au Parlement européen, c'est de peser. C'est de peser pour avoir les présidences de commission, pour avoir les groupes de travail, les rapports, etc. Et donc, le groupe aujourd'hui des démocrates et des libéraux, c'est le troisième groupe. C'est un groupe qui est très important, qui est charnière. Voilà, mais ce n'est pas un groupe avec des gens du PPE ou avec des gens qui aujourd'hui, comment dire, sont UMP. Alors s'il y a demain des députés qui sont élus sur les listes UMP et qui ont envie de changer de camp et de nous rejoindre, ben on les accueillera avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'amitié. Mais, parce que Dieu sait s'il y en a beaucoup qui, dans les coulisses, font comprendre qu'ils sont loin d'être satisfaits par la politique actuelle et par la façon dont Sarkozy gouverne, puisqu'en fait c'est lui qui est le gouvernement et tout seul. Mais évidemment, non, nous allons siéger entre démocrates et peut-être entre démocrates et libéraux. Sur la première question que tu as posée, qui est la question de la difficulté d'intéresser les électeurs à ces élections,
dans tous les pays. Oui, c'est un fait. Moi je crois, mais là je m'exprime un peu à titre personnel, je pense qu'en fait c'est parce que nous avons 2 ou 3 crises à la fois. Nous avons la crise de l'Europe, mais nous avons la crise de la citoyenneté, la crise de la participation politique en général. C'est pas que la crise de l'Europe, pour le dire autrement, il n'y a pas qu'au scrutin européen où la participation s'affaiblit aujourd'hui. Et puis nous avons un 3e truc, alors ça je dois le reconnaître, mais qui est embêtant, c'est que moi je suis convaincu que si on ne vote pas beaucoup pour ces élections, c'est aussi parce que, en termes d'hommes et en termes de majorité, les électeurs ne voient pas tout de suite ce que ça va pouvoir changer. Quand vous votez en France pour un maire ou pour une élection municipale, vous savez que le soir du scrutin, grosso modo, vous saurez qui va être le maire. Quand vous votez pour des législatives, vous savez qu'à partir du député, quand vous regardez le soir sur TF1 ou sur France 2, vous savez que la majorité à l'Assemblée va être de droite ou va être de gauche, et vous savez grosso modo que le Premier ministre ce sera un tel ou ce sera tel autre. Bon. Si vous votez pour les présidentielles, vous savez que ce sera Bayrou ou un autre, plutôt Bayrou à la prochaine élection présidentielle. Bon. Quand vous votez pour le Parlement européen, vous ne savez pas ça. Parce qu'il y a 72 députés français sur je ne sais plus combien de députés européens, 750 je crois, je ne me rappelle plus du chiffre exact. Bon. Ce qui veut dire que même si les députés français étaient élus avec une majorité politique très forte, eh bien il est vrai que ça ne dirait pas quelle sera la majorité du Parlement européen demain. Et même ceux qui parlent du vote sanction, en France le vote sanction c'est de voter contre Sarkozy, mais en Angleterre le vote sanction c'est de voter contre Gordon Brown. Donc c'est de voter contre, non pas les socialistes, mais les travaillistes, qui sont quand même alliés aux socialistes. Donc je comprends que pour l'électeur, c'est une élection qui est une élection plus abstraite. Je comprends que ce soit plus difficile. Alors, c'est à nous de lui dire que il faut aller au-delà de ça. C'est à nous peut-être aussi de lui... Vous savez, quand on dit qu'on est un parti humaniste, on dit quoi? On dit que l'homme et la femme sont plus importants que le système, mais on dit aussi qu'on est prêt à faire confiance à l'homme et à la femme. C'est-à-dire, finalement, quand on a inventé la démocratie, on a donné le droit de vote à des gens qui ne savaient pas lire et écrire, qui étaient des ouvriers agricoles qui passaient 16 ou 18 heures dans leur champ et qui n'avaient pas de... Pourquoi est-ce que ça a été fait? Ça a été fait parce que ceux qui ont promu ce système et qui ont fait qu'il a été passé se sont dit, nous pensons qu'il y a chez l'homme, ensuite chez la femme, enfin il faut reconnaître que ça s'est passé en 2 temps, nous pensons qu'il y a chez l'être humain une capacité à s'abstraire de sa contingence individuelle pour chercher le bien commun. C'est ça la démocratie. C'est s'abstraire de sa situation individuelle pour chercher le bien commun. C'est pas voter pour ses intérêts catégoriels. C'est pas voter dans une logique de quota consistant à dire je vote pour des fonds. Ça c'est une catastrophe. Ça s'appelle aller au supermarché faire ses courses. Je mets dans mon caddie ce dont j'ai envie. La citoyenneté et la démocratie, c'est par mon vote, je cherche l'intérêt général. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais compris, c'est juste une parenthèse, je ne suis pas concerné par ça parce que je ne suis pas riche, mais j'ai jamais compris pourquoi on en voulait à des gens riches de voter à gauche. Moi, j'ai jamais compris ça. Parce que finalement, les gens riches qui votent à gauche, ils ont encore plus de mérite que les gens pauvres qui votent à gauche. Parce que les gens riches qui votent à gauche, ils votent pour l'ISF, ils votent pour tout ça. Mais je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de voter à gauche si on est riche. Je veux dire, on peut considérer qu'on cherche à dépasser sa condition. On dépasse sa condition. Sinon, alors, on voterait pour un parti catholique, on voterait pour un parti laïque, on voterait sur ce qu'on est. Mais non, on cherche quelque chose qui nous dépasse. Donc, c'est pareil pour l'Europe. Il faut expliquer que même si on n'a pas, demain matin, la réponse à la question que les gens se posent, on est dans quelque chose qui nous dépasse. On est dans quelque chose qui concerne l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Moi, je dis souvent cet exemple parce que je crois qu'il est complètement authentique. C'est une vieille dame de 84 ans que vous pouvez rencontrer, percluse de rhumatisme, avec une santé pas bonne, dans sa maison de retraite auquel vous parlez de l'élection européenne, elle va vous dire moi, pour les années qui me restent à vivre, l'Europe, ça ne va pas changer grand-chose. Si vous lui parlez de son petit-fils ou sa petite-fille, si vous lui parlez de son arrière